Donc bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez. Si vous pouvez mettre sur le chat si tout est OK, ça serait sympa. Hop. Est-ce que vous nous entendez? J'ai pas de réponse pour l'instant. Parfait, nickel. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence qui s'intitule 3 étapes pour arrêter de subir la société de consommation et qui vous sera présentée par Romain et Jeff du groupe Les Écolos Humanistes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et n'hésitez surtout pas à utiliser le bouton Ask a Question. Et je vais laisser du coup Romain et Jeff vous présenter cette conférence pendant environ 30 minutes et ensuite on répondra à vos questions. Vous pouvez y aller. Eh bien, merci, bonjour à tous et puis merci d'abord pour l'invitation à la COP étudiante. Donc moi je m'appelle Jean-François mais tout le monde m'appelle Jeff et à côté donc il y a Romain. Et on forme tous les deux les écolos humanistes et on est en fait deux ex-paumés dans la société de consommation. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de discuter ensemble et de vous présenter les 3 étapes qui nous ont permis d'arrêter de subir cette société de consommation. Donc pour faire un petit retour en arrière, en gros, on a lancé les écolos humanistes à peu près en 2010, ou du moins c'est là qu'on commençait à se questionner un peu, mais en 2010, Jeff était consultant. Moi, j'étais designer et grosso modo, on était en plein dans la société de consommation. On allait faire nos courses chez Monoprix, on achetait à emporter potentiellement chez McDo, on faisait les soldes. Enfin voilà, on était dans ce truc un peu classique dans lequel on nous emmène. Et si on fait un peu le bilan 10 ans plus tard, aujourd'hui, donc on est écolo-humaniste, on essaye de faciliter la transition personnelle de chacun et chacune. Et donc on fait plutôt nos courses dans des épiceries vrac, bio, locales. On achète des vêtements locaux à prix juste, ou bio, ou de seconde main. Enfin voilà, on est dans une toute autre démarche de consommation, beaucoup plus responsable et sobre. Et donc du coup, nous les écolos humanistes, ce que disait Romain, c'est qu'on a, en fait, au début, c'était un blog qui s'appelait Écologie humaniste. Et sur ce blog-là, on fait une infographie par mois sur un sujet qui respecte l'humain ou l'environnement. Et la première infographie, qui est en fait un peu notre idéal, c'est justement une infographie sur ce qu'on appelait l'écologie humaniste. Et donc l'écologie humaniste, c'est quoi? C'était, en fait, on avait un problème avec le développement durable, qui est le fait de mettre les 3 piliers au même niveau. Donc l'environnement, l'humain et l'économie sont au même niveau, et au milieu, ça fait le développement durable. Et nous, on trouvait, et on trouve toujours d'ailleurs, que ça fait souvent greenwashing. Et donc, ce qu'on appelle l'écologie humaniste, c'est une hiérarchisation de ces 3 piliers. Donc, l'écologie ou l'environnement, comme c'est une nécessité. On a une seule planète et il faut en prendre soin parce que c'est notre maison commune. L'humain, c'est l'objectif. Le but, c'est d'être heureux dans la vie, ou au moins pour nous, c'est notre objectif et on pense qu'il est assez partagé. Et l'économie doit redevenir un moyen. Donc ça, c'est dans notre monde et dans notre vision idéale des choses, qui nous fait parfois que les gens nous traitent un peu de bisounours. Et on sait que dans la réalité actuellement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand même l'économie qui est l'alpha et l'oméga de la plupart des choses. Et donc la première étape pour arrêter de subir la société de consommation, au-delà d'avoir des idéaux et tout ça, c'est vraiment de comprendre l'équation économique de la vie. Et l'équation économique de la vie, qu'est-ce que c'est? En fait, tout ce qu'on fait les uns les autres, c'est d'arriver à ajuster cette équation économique qui est revenu plus ressources doit être supérieur à besoin plus envie. Donc je le répète une fois, revenu plus ressources doit être supérieur à besoin plus envie. Et le problème, c'est que dans la société de consommation actuellement, cette équation économique, elle est trop souvent réduite à revenu doit être supérieur à envie.
Donc là où il y a 4 termes pour nous, il n'y a que 2 termes qui sont présentés dans la société de consommation. Et on se retrouve vite avec des envies qui sont stimulées en permanence par du marketing, voire qui sont renouvelées artificiellement avec de l'obsolescence programmée. Et donc, on se retrouve vite comme un hamster dans une roue à dire il faut que je travaille plus pour consommer plus, pour travailler plus, pour consommer plus, et on n'arrive pas à en sortir. Donc, la première étape est vraiment ce qu'on essaye de garder en tête pour arrêter de subir cette société de consommation, c'est d'avoir cette équation économique en tête et de l'avoir intégralement. Donc, revenu plus ressources supérieur à besoin plus envie. Et donc, la deuxième étape pour arrêter de subir la société de consommation, c'est de réinterroger ses besoins. Et ça permet notamment de faire le tri justement entre la deuxième partie de l'équation, entre les besoins et les envies. Donc, sûrement, vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Bisou, qui est une méthode qui permet de re-questionner ses besoins de manière assez facile et même presque plus au-delà après de re-questionner un peu tout ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien et de se demander si c'est on le fait par culture, par automatisme ou si c'est vraiment nécessaire. Donc pour ceux qui la connaissent peut-être un peu moins bien ou qui n'ont jamais entendu parler, la Bisou c'est un acronyme. Le B correspond à besoin, donc c'est à quel besoin l'achat que je veux faire répond. Est-ce que c'est du réconfort, de l'appartenance, de l'estime de soi, des choses comme ça. Le I, c'est l'immédiateté, donc typiquement une solde, une promotion. Est-ce que c'est cette solde ou cette promotion qui me donne envie de l'acheter tout de suite ou est-ce que j'en ai vraiment, du coup, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce qu'il faut vraiment que je l'achète? Le S, c'est similaire, donc c'est est-ce que j'ai pas déjà des choses chez moi qui remplissent cette fonction-là? Donc par exemple, un t-shirt en solde, si j'en ai déjà 10 chez moi, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un 11e? Le O, c'est l'origine, donc d'où ça vient, dans quelle matière c'est fait, quelles étaient les conditions de travail des personnes qui l'ont fabriqué. Donc pareil, là, si j'ai toujours besoin d'un t-shirt et que je me dis vraiment il faut que j'en ai un, du coup peut-être plutôt privilégier un qui est fabriqué en France, en matière bio, des choses comme ça, plutôt qu'un qui sera fait dans des grosses sociétés de production. Et enfin, U, c'est l'utilité. Donc, est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va m'apporter un confort quotidien supplémentaire par rapport à ce que je vis déjà aujourd'hui? Donc voilà, le bisou, c'est vraiment quelque chose de très... qui permet vraiment de re-questionner tout ça tous les jours. Et d'ailleurs, je vois quelqu'un dans le chat qui met Marie Dubois. Donc, j'en profite pour citer Marie Dubois et j'ai oublié la deuxième personne parce qu'elles sont deux qui ont créé la méthode bisou et qui aujourd'hui on retrouve très souvent dans toute la transition, dans toutes ces questions de consommation quotidienne. Et du coup, sur ce livre de Marie Dubois, il y a tout il y a un groupe principalement qui parle de minimalisme et il y a tout un tas de groupes Facebook qui permettent d'avoir ce genre de discussion locale. Donc, si c'est une méthode qui vous intéresse, il y a une déclinaison locale dans chaque département, je crois, de groupes Facebook qui parlent de minimalisme et gestion budgétaire. Je crois que c'est ça le nom exact du groupe Facebook. Et on vous invite à vous inscrire et à aller échanger sur ces thématiques-là. Donc du coup là c'était la deuxième étape pour arrêter de subir la société de consommation. C'est donc la première étape, c'est bien d'avoir l'équation économique en tête. La deuxième étape avec la méthode Bisou, c'est de faire la différence entre ce qui est une envie et ce qui est un besoin, voire même d'évacuer des pulsions, parce qu'il y a tout un tas de choses dans la société de consommation qui relèvent de la pulsion. Donc nous on n'est pas dogmatique sur le côté besoin, envie, pulsion. C'est à vous de répondre aux questions. Il y a des choses qui peuvent être un besoin pour vous et qui me semblent qu'une envie pour moi. Et donc, voilà, le but de cette méthode, elle est très personnelle. Et si on veut aller peut-être un poil plus loin sur cette deuxième étape, c'est qu'on peut aussi questionner l'autre côté de l'équation. Donc, c'était revenu plus ressources. Donc, peut-être vous expliquer un peu ce qu'on entend par ressources. Et si je reprends l'exemple de Romain sur le t-shirt, c'est de se dire, si avec la méthode Bisou, j'en suis arrivé à dire, non, j'ai pas besoin d'un nouveau t-shirt, mais par contre, j'ai un t-shirt et il est abîmé. Et en fait, le fait, par exemple, d'apprendre à coudre, ça va être une ressource que vous allez développer qui vous permet de raccommoder votre t-shirt et donc d'avoir besoin de moins de revenus. Et ça, ces choses-là, en fait, ça reste de l'économie. C'est de l'économie non monétaire, entre guillemets. C'est une ressource,
mais on le classe quand même dans le côté équation économique de la vie. Et ça peut même aller plus loin avec avec des échanges de services. Si vous êtes fort en informatique et que vous avez un voisin qui est plombier dans l'immeuble, on peut imaginer que vous alliez l'aider à installer son Wi-Fi ou à se mettre en place une conférence Zoom pour un anniversaire dans sa famille. Et en échange, dès que vous avez besoin d'un coup de main ou que vos tuyaux sont bouchés, vous l'appelez. Et on voit que plus on développe ça, plus ça va être, en fait, on va élargir l'équation économique qui, de revenus supérieurs en vie, d'un côté, on a recentré sur les besoins et de l'autre côté, on a développé tout un tas de ressources. Et tu peux peut-être dire 2 mots, Romain, sur le kit de prêt entre voisins qui s'inscrit aussi dans ça. Oui, il y a quelques années, on a créé un kit de prêt entre voisins qui sont des autocollants, donc on colle sur sa boîte aux lettres. Inspiré de Pumpy Pump, si jamais vous connaissez, c'est en Suisse. Ça a été lancé en Suisse et du coup on a dû piquer ça en France, même si ça nous arrive d'en envoyer un petit peu partout dans le monde selon les gens qui nous le demandent, mais l'essentiel est en France. Et donc ça permet de son côté, de pouvoir prêter des objets qu'on utilise pas très souvent mais qu'on a chez soi, comme un escabeau, un appareil à raclette, un aspirateur, enfin voilà, tous ces objets un peu du quotidien qu'on a souvent chez soi mais qu'on n'utilise pas tous les jours. Et puis aussi de pouvoir l'emprunter chez ses voisins. Donc l'idée, c'est que ce soit chaque voisin mette un peu sur sa boîte aux lettres les autocollants qui correspondent à ce qu'il a envie de prêter. Et ainsi, ça permet de faire à la fois de l'entraide, de connaître ses voisins, et puis surtout, encore une fois, de réduire ses besoins en ressources et en revenus, puisque si un jour je donne un escabeau et que mon voisin en a un, plutôt que j'en achète un moi, je peux aller l'emprunter, une perceuse, pareil, tout un tas d'outils comme ça. Ou peut-être avant on avait tendance à aller l'acheter et donc maintenant on peut se dire en fait mon voisin en a un, donc autant l'emprunter chez lui. Du coup, la première étape, l'équation économique de la vie, avec bien garder les 4 termes. La deuxième étape, ça serait de questionner besoins et envies avec la méthode Bisou, voire d'identifier des ressources. Et donc la troisième étape, si vous avez bien suivi, il reste un seul terme dans l'équation économique qui sont les revenus. Et donc on y vient vraiment en dernier. Nous, ce qu'on y tient, c'est de passer au filtre les autres éléments avant d'en arriver aux revenus. Et ce qu'on vous invite à faire une fois que vous avez fait tout ça, c'est de calculer votre RIB. Et en fait, le RIB, ça signifie revenu induit par vos besoins. Donc voilà, vous avez par exemple balayé toutes les catégories un peu de votre vie, donc se nourrir, se loger, se déplacer, etc. Vous avez fait le tri entre ce qui relève du besoin, de l'envie. Vous avez identifié des ressources ou tout un tas de ressources ou de voisins, vous partagez des choses. Et en face de ça, maintenant, pour équilibrer cette équation économique, on vous invite à calculer donc ce qui reste, ce que vous avez besoin comme argent. Et ça, pourquoi on vous invite à le faire? C'est d'abord parce que dans l'imaginaire, en fait, on s'aperçoit que souvent on court derrière un salaire et un salaire globalement plus élevé. Il y a une étude qui est sortie qui disait que il y avait globalement tous les gens voulaient 20% en plus. En fait, ils seraient satisfaits s'ils avaient 20% en plus que leur salaire. Et donc on s'aperçoit qu'il y a une espèce de course en avant où on se sent pas trop mal. Mais on aimerait juste un petit peu plus et sans avoir fixé vraiment d'objectif monétaire en face. Donc, le premier objectif de ça, c'est de calculer votre RIB parce que souvent, il est plus bas que ce qu'on pense. Et donc, ça a un côté un peu rassurant. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on nous dit souvent, et on a un peu baigné là-dedans, que le temps, c'est de l'argent. Et nous, on vous invite en fait à faire la démarche inverse en disant, en fait, l'argent, c'est du temps. L'argent, ça prend du temps à gagner. Enfin, pour gagner de l'argent, ça demande du temps. Et en fait, si vous avez plus d'argent que ce que vous avez besoin, vous perdez votre temps. Et donc, c'est un peu la démarche du RIB derrière. Et pour illustrer peut-être avec un exemple plus concret, c'est de se dire, en fait, c'est avec cette typologie-là d'avoir ces 3 étapes en tête que, par exemple, moi, je suis papa d'une petite fille de 2 ans et on s'est posé la question avec ma femme, en fait, un peu naturellement, on se
on arrive avec la question de la garde d'enfants, de dire, bah voilà, il faut que je trouve une nounou ou une assistante maternelle ou une crèche pour garder ma fille. Et donc, en questionnant comme ça, on en est arrivé à dire, oui, mais en fait, bah, je vais gagner de l'argent pour payer quelqu'un pour garder ma fille. Et petit à petit, ben moi, je me suis mis en congé parental à mi-temps et j'ai pu la garder un certain nombre de mois en n'ayant pas besoin de gagner de l'argent. Et donc, c'est juste pour illustrer différentes manières qu'on a d'équilibrer cette équation économique, là où la société de consommation nous dit que la seule manière d'équilibrer cette équation, c'est d'augmenter nos revenus. Donc, arrivé à ce moment-là, normalement, vous vous dites c'est bien gentil, mais c'est quand même un truc de bobo. Ça marche plutôt si on gagne trop que si on gagne pas assez. Et donc, évidemment, la transition, c'est plus simple si on doit réduire son temps de travail que si on doit gagner plus. Donc, vous avez en partie raison, ça on tient à vous le dire. Et c'est pour ça que nous, on parle aussi à l'aide de revenu universel et qu'on essaye de faire que l'idée avance. Et donc on fait régulièrement des conférences ou des interventions aussi sur ce sujet-là pour outiller les gens à la fois dans le débat et faire avancer l'idée de manière générale. Mais après, c'est pareil, le revenu universel, il n'y en a pas qu'un seul. En fait, si on regarde les partis politiques de tous bords, on propose un quasiment aujourd'hui. En tout cas, certaines personnes dans chaque parti en a imaginé un. Donc il n'y a pas un revenu universel, mais il y en a plusieurs, et nous, on n'est pas pour le revenu universel de manière globale, mais on est pour une partie, pour certains revenus universels et pas pour d'autres. Et du coup, de manière globale, pour vous en dire deux mots, on a appelé ça le REV, le revenu d'émancipation pour vivre épanoui. Et donc ce rêve-là, l'idée, c'est de transformer la devise républicaine actuelle, liberté, égalité, fraternité, pour la remettre au cœur, en fait, de la République française. Et donc, en fait, on s'est dit, la fraternité, c'est que personne soit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 1 000 € par mois, le seuil de pauvreté. Donc, nous, on milite pour un revenu universel qui soit à hauteur de 1 000 € par mois. L'égalité, c'est principalement que les richesses soient mieux réparties. Et donc, pour financer ce revenu universel, on s'est dit, il va falloir taxer plus les personnes les plus riches, les entreprises qui font plus de bénéfices, pour financer cette mesure-là. Et enfin, la liberté, c'est de pouvoir choisir ce qu'on fait dans la vie. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de chômage, notamment, on va être contraint peut-être d'avoir certains types d'emplois qui nous plaisent pas, qu'on subit. Peut-être on subit du temps partiel aussi. Du coup, on retombe sur la problématique que je disais tout à l'heure, où la problématique, c'est pas de travailler moins pour gagner moins, mais plutôt de travailler plus pour gagner plus. Et donc, nous, on milite pour un revenu universel qui soit suffisant, justement, pour regagner cette liberté-là de choisir l'activité qu'on a envie de faire, voire une activité bénévole qui peut être plus utile pour la transition qui nous intéresse notamment pendant ce week-end-là. Et donc, finalement, de reconnaître cette activité-là, puisqu'on n'aura plus besoin forcément de faire un choix entre une activité bénévole qui peut être utile pour la transition, mais où à la fin du mois, il faut quand même bien, enfin même tous les jours, il faut arriver à manger, et une activité professionnelle peut-être qui est moins épanouissante et voire contre-productive pour la transition. Et donc, avec un revenu universel suffisant, on pourrait vraiment choisir ce qu'on a envie de faire de sa vie et s'investir là où on pense que c'est juste, à la fois pour soi, les autres et la planète. Du coup, pour conclure, avant d'avoir une quarantaine de minutes là pour discuter avec vous, vous voyez déjà qu'on adore les acronymes. Hein. On vous invite. Donc, le premier point, c'est d'avoir l'équation économique en tête. Après, il y a cette méthode BISOU, donc besoin, immédiat, similaire, origine et utilité, qui permet de questionner ses besoins et d'évacuer ce qui peut être de l'ordre de l'envie ou de la pulsion. Le deuxième acronyme qu'on aime bien, donc c'est le RIB, avec le fait de vous inviter à calculer votre revenu induit par vos besoins. Et donc le dernier que Romain vient de dire, qui est notre revenu universel idéal, donc le REV, le revenu émancipateur pour vivre épanoui. Et même si le revenu universel n'est pas encore en place, ce que vous pouvez faire à votre échelle, en fait, pour vous donner un peu des perches dans votre vie de tous les jours. Sur le côté revenu universel, il y a une association française qui s'appelle le Mouvement français pour un revenu de base,
qui milite pour cette idée-là et qui outille les gens un peu en mode éducation populaire pour que les gens comprennent le débat et comprennent qu'il n'y a pas un revenu universel, mais des revenus universels. Il y a aussi actuellement une initiative citoyenne européenne qui est un espèce de référendum d'initiative populaire sur le sujet du revenu universel. Et s'il y a assez de citoyens européens qui signent c'est pas une pétition, hein, c'est vraiment un mécanisme démocratique de l'Union européenne qui est peu connu, mais qui est activé là sur le revenu universel. Je crois qu'il faut qu'il y ait 1 million de signatures avec des ratios par pays. Et donc là, c'est ouvert, je ne sais plus jusqu'à quand, est-ce que tu as les dates? Non, à peu près jusqu'en mars 2022, je crois. Donc ça peut pour vous aider, parce qu'on est conscient que le rêve reste un rêve pour l'instant et que c'est ça qui est le plus éloigné de notre quotidien. Et après, ouais, l'invitation, c'est vraiment de vous poser et de prendre une feuille et d'interroger cette équation économique et de triturer un peu dans tous les sens tous les termes. Et la vocation, qu'est-ce que ça a comme vocation derrière? C'est vraiment de réinterroger votre vie et pour pas perdre votre vie à la gagner. Parce que, et on s'en aperçoit avec la pandémie, avec toutes choses d'événements autour de nous, s'il y a une chose à garder en tête et qui nous motive, c'est que la vie est éphémère et qu'il faut en profiter et que la vie n'est pas que la vie économique. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment super intéressant et ça montre vraiment une autre vision un peu que la vision un peu classique qu'on a en ce moment. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant on va passer aux questions si tout le monde est OK. Donc je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. Donc on a déjà eu une première question. Savoir cultiver ces légumes peut être considéré comme une ressource dans votre logique. Ouais, complètement. En fait, quelque part, tout ce qui va remplacer un revenu et qui va nous permettre d'accéder à un besoin, ou une envie d'ailleurs, on peut considérer que c'est une ressource. Donc, cultiver ces légumes, ça va remplacer le fait d'aller les acheter au supermarché, chez un producteur. Enfin, du coup, en fait, on a moins besoin de revenus quelque part, puisque les légumes, on va les avoir pas gratuitement, mais en tout cas, une bonne partie du coût, c'est nous qui allons l'absorber. C'est pareil, comme disait Jeff, si on répare ses vêtements, ça peut être de faire ses confitures, de réparer son vélo, de réparer sa voiture aussi. En fait, c'est toutes les capacités qu'on va pouvoir développer et qui vont nous permettre du coup de pouvoir réduire nos revenus, en tout cas nos besoins financiers, économiques en argent. Et il y a tout un pan de la transition économique qui se développe là-dessus. C'est tout ce qui va être Repair Café ou des choses comme ça, de se dire j'ai mon appareil ménager, d'habitude je le jette parce que techniquement dans la société de consommation c'est pensé comme ça. En fait, le but c'est que l'outil se dégrade et que je suis obligé d'en racheter un. Et donc, notamment les Repair Café, ça va être l'objectif, c'est de se dire, je vais amener mon grille-pain endommagé et je veux continuer à avoir des tartines chaudes le matin. Et l'idée du Repair Café, c'est de pas, en fait, c'est moi qui vais le réparer. Il y a tout un tas de bénévoles et de bricoleurs qui sont là, mais le but, c'est pas dans une posture parce qu'en fait, dans la société de consommation, il y a le côté consommateur et le but, c'est de casser ça. Et c'est de dire, je suis pas en service, j'amène mon grille-pain, je vais faire autre chose et dans une demi-heure, je le récupère, mais je vais apprendre à le réparer, aidé par toute une communauté autour de ça. Et donc, là, c'était sur les Repair Café, mais je sais qu'il y a aussi des garages participatifs, donc ça peut être sur, je veux changer les disques de frein de ma voiture, c'est possible aussi. Et donc, de pas passer par la case consommation de base et achat de services ou achat de matériel, il y a plein de choses qui se développent autour de ça et qui permettent de développer les ressources. Il y a les selles aussi, dont on n'a pas trop parlé, mais Jeff, toi, tu as parlé rapidement d'échange de services. C'est un peu ça l'idée. En fait, on a tous des compétences. Il y en a sûrement d'autres qui ont besoin de nos compétences et nous, on a besoin des compétences d'autres.
Donc, plutôt que d'acheter, par exemple, un service de plomberie parce qu'on a une fuite et puis nous, de donner des cours de maths à côté à des étudiants pour gagner quelques sous, peut-être qu'on peut donner des cours de maths d'un côté, on donne 1 heure de notre temps. La personne à qui on donne ça, elle va attendre la pelouse du voisin qui donne aussi 1 heure de temps, et le voisin qui est plombier, lui, il donne 1 heure de temps pour réparer. Et en fait, c'est plutôt qu'on va donner du temps, mais toujours de manière gratuite. Et donc, finalement, on augmente vachement nos ressources comme ça, mais sans avoir besoin de gagner plus. Encore un acronyme. Ça se rapproche un peu aux notions de troc, en fait, qu'il peut y avoir en échange de services au lieu d'échanger un service contre de l'argent. C'est de temps, mais même indirect, parce que du coup, on n'est pas obligé d'avoir besoin du service l'un et l'autre. Au niveau d'une communauté, donc on peut vraiment donner 1 heure à quelqu'un dont les services, peut-être, nous, ne nous intéressent pas. Et puis, c'est dans la communauté qu'on retrouve d'autres compétences qui vont plus nous intéresser. Ok, très bien. Il y a une prochaine question assez intéressante. Alors, vous dites que c'est à nous de répondre à la question quels sont mes besoins en vie, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins. Avec cette affirmation, rien ne nous empêche de juger qu'une voiture est un besoin. Je vous pose donc la question, les besoins a-t-il une limite? Et si oui, quelle est cette limite universelle? Du coup, c'est ce que je disais un peu dès que je disais qu'on n'est pas dogmatique. C'est que pour nous, on laisse à chacun le fait de la frontière de besoin et d'envie. Et notamment parce que on est les plus à même dans notre vie de tous les jours de savoir ce qui est du rôle du besoin et ce qui est du rôle de l'envie. Et là, la conférence d'aujourd'hui, elle est très individuelle, mais il y a tout un tas. Enfin, la transition, c'est pas que individuel. Et là, c'est juste un petit pas individuel. Et il y a tout un tas de questions qui sont plus de l'ordre de la collectivité ou du politique. Mais pour un exemple très précis là, qui pourrait vous parler, et sur la voiture, à mon avis, c'est un peu ce qui peut en partie expliquer la crise des Gilets jaunes. C'est qu'il y a des gens à Paris qui ont mis en place une taxe carbone en disant, en fait, dans la transition écologique, on va dire que la voiture, c'est clairement une envie et on peut s'en passer. Et en fait, à Paris, c'est vrai, ou dans les grandes villes, c'est vrai, parce qu'il y a tout un tas de transports en commun. Mais moi, par exemple, je suis originaire de Gap, dans les Hautes-Alpes. Et en fait, le fait d'avoir une voiture, tel que c'est conçu actuellement économiquement, en fait, dans les Hautes-Alpes, c'est très compliqué de se passer d'une voiture. Et donc, en fait, là où moi, en tant que citadin lyonnais maintenant, je considère que la voiture relève de l'envie, dès que j'ai besoin d'aller voir ma mère dans les Hautes-Alpes, la voiture, c'est plus un besoin. Et du coup, c'est cette transition-là. Donc, je nie pas qu'il y a un problème avec le côté voiture, mais je dis que si on se place à l'échelle individuelle, c'est dur d'avoir un côté dogmatique et de dire la voiture, c'est toujours de l'envie, et de juger les gens qui utilisent leur voiture, alors que l'équation personnelle de chacun et comment, en fait, dans le logiciel économique actuel, et notamment à la campagne ou à la montagne, là, comme moi, dans les Hautes-Alpes, pour équilibrer l'équation économique de ma vie personnelle sans voiture, c'est pas possible, ou c'est très compliqué. Et donc, c'est pour ça que, selon nous, on n'est pas dogmatique et on tend la perche pour avoir les outils pour que chacun puisse faire le tri, quoi. Et puis, comme je vous l'ai rapidement dit au début, nous, on a créé les écolo-humanistes pour faciliter la transition personnelle de chacun. Donc, l'idée, c'est plutôt de pouvoir agir au niveau individuel. Et donc, comme disait Jeff, à la fois, c'est plus facile déjà de savoir faire le tri entre ce qui relève éventuellement du besoin et de l'envie. Et puis, pour engager une transition des individus, en tout cas, on pense, nous, que c'est plus pertinent de jouer sur des leviers qui vont toucher les gens individuellement et qui vont se dire peut-être moi je préfère manger bio, quelqu'un d'autre qui va dire moi je préfère acheter des cosmétiques sans tel produit, moi je préfère acheter des vêtements qui sont faits en France. Et en fait chacun va avoir des choses qui le touchent et d'autres moins, et donc il vaut mieux engager les gens sur ce qui les touche le plus, en tout cas pour démarrer. Et une fois que l'engrenage
à commencer, en fait, on va pouvoir explorer tout un tas de choses. Et quand on parle des méthodes bisous, d'équations économiques, en fait, ça va toucher des choses chez les gens. Ils vont commencer quelque chose. Et si un jour, ils se disent, j'ai plus besoin de voiture, tant mieux. Mais à la limite, ça sera peut-être dans 10 ans, ça sera au bout d'une réflexion. Alors que si on vient frontalement en leur disant comment ça se fait que tu as une voiture, tu fais n'importe quoi, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Enfin, en tout cas, nous, de notre point de vue, ça ne va pas marcher. Donc, c'est aussi, quelque part, aussi une stratégie de la transition. C'est-à-dire qu'on va jouer sur l'envie des gens, quoi. Et enfin, Romain, au début, il racontait notre parcours entre 2010 et maintenant. Et en fait, c'est une suite de petits pas, quoi. Et on peut pas, enfin, on peut pas, en fait, si dès qu'on a acheté à Monoprix, on nous avait dit, voilà, tu vas acheter des bocaux en verre et tu vas tout faire et tu vas préparer tes courses et ça te prendra plus de temps, mais voilà. On aurait dit, mais c'est quoi ton truc, là? C'est n'importe quoi. Et c'est petit à petit qu'on en arrive et qu'à force, en fait, on met en place une habitude, on la digère et on a envie d'aller plus loin et ça nous donne envie et on peut aller cibler d'autres secteurs de notre vie, quoi. Oui, bien sûr. Il y a tout un processus qui est un peu long et qui peut pas être immédiat, quoi. Donc la prochaine question, c'est avez-vous des liens ou bibliographiques pour explorer davantage les thèmes que vous avez abordés? Du coup, on parlait de J'arrête de surconsommer tout à l'heure, la méthode Bisous, donc elle vient de ce livre. Donc Marie Lefebvre et Herveline Verbetani. C'est bien d'être sur Internet. C'est pratique d'être en ligne. C'est dur à retrouver sur Donc ça, c'est notamment pour la méthode Bisous. Après, si vous allez voir sur notre site, nous, en fait, on fait des infographies tous les mois pour explorer justement des initiatives de la transition, comme la méthode Bisous, comme les monnaie locales, comme les selles. Enfin, on a fait une 60aine d'infographies sur tout un tas d'initiatives citoyennes de la transition. Et donc là, on met souvent des liens et des ressources. Donc on peut aussi aller retrouver comme ça, au cas par cas, des choses qui peuvent vous parler. Et il y a... Ouais, pour rendre justice à l'équation économique, la première fois dont on a parlé, c'était de manière, enfin c'était plus un truc qu'on fait plus, mais autour d'une bière avec une amie lyonnaise, donc qui était Julie Pouliken, en fait qui a créé un espace de coworking sur Lyon là, qui s'appelle l'Accordé, et elle, je crois qu'elle fait quelques articles de temps en temps sur Medium, donc vous pouvez aller chercher sur Medium et Julie Pouliken. Tu peux peut-être l'écrire dans le chat là, pour l'orthographe, Romain. Mais donc ça, c'est elle qui nous en a parlé la première fois et en fait, par des échanges réciproques, on est allé de plus en plus loin sur cette idée d'équation économique. Et après, on peut citer quand même le livre qu'on a écrit avec Romain là, qui s'appelle Vivre avec moins pour vivre heureux, où en fait justement le but c'est une centaine de petits pas sur la transition écologique qui sont classés par grands domaines de la vie. Tout à l'heure, je disais se nourrir, se loger, se déplacer, c'est les grands chapitres. Et en fait, vous connaissez déjà la conclusion du livre, mais en fait, le dernier chapitre, c'est justement sur l'argent. Et on interroge les gens et on les invite à calculer leur RIB avec tout ce qu'ils ont parcouru et tout ce qu'on a identifié comme ressources au fur et à mesure du livre. Du coup, j'ai mis le lien vers la page Medium de Julie, si vous voulez retrouver un peu, elle aussi, son cheminement, sa réflexion, et donc pour retrouver des choses autour de l'équation économique, vous pourrez retrouver ça là. Ouais, et n'hésitez pas aussi à aller consulter votre site, là, le site Les Écolos Humanistes, qui est super bien fait, avec pas mal d'informations dessus. Donc la prochaine question, qui est un peu longue, c'est comment lier ce que vous nous expliquez à une société de la prévoyance, c'est-à-dire une société dans laquelle on essaye de s'assurer pour l'avenir, qui sont pour beaucoup des besoins prévisionnels, mais qui rentrent dans la catégorie des revenus actuels. Autrement dit, une société de prévoyance serait une société où les revenus d'aujourd'hui doivent inclure les besoins d'aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. Donc le RIB tel qu'on le présente, donc on dit pour vous nourrir, essayez d'évaluer combien vous avez besoin pour vous lever et tout, et ainsi de suite. Ça c'est les besoins, on va dire, de maintenant. Mais rien n'empêche de vous faire une catégorie, les besoins de demain, en disant peut-être qu'on met 100 € de côté tous les mois
pour soit un jour acheter une maison, soit, je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait des études de ses enfants, une chose comme ça. Donc ça peut être aussi une possibilité. On ne dit pas qu'il faut absolument gagner pile tout ce qu'on dépense tous les mois, quitte à se retrouver un peu dans la panade le jour où on se retrouve au chômage et qu'on a une situation plus difficile, et se dire, non, j'aurais pu gagner plus avant. Et du coup, moi, je vois bien l'idée parce que en ayant une petite fille maintenant, en fait, c'est à ce moment-là qu'on bascule en mode oui, en fait, je m'en fous, j'ai besoin que de ça au quotidien. Et attends, mais un jour, il faudra qu'elle fasse ses études, mais si c'est pas dans la même ville, ça doit coûter cher quand même. Donc, on se met à la place et c'est là où le côté de calculer en avance, j'en sais rien en fait. Et j'imagine que c'est beaucoup et je peux retomber dans le fait d'avoir toujours un peu plus pour être sûr de faire ça. Et moi, je lis vachement le sujet du revenu universel qu'on imagine suffisant en termes de besoins de base. Parce que nous, l'idée du revenu universel, ça serait tel qu'on le conçoit. Il y a vraiment des revenus universels avec lesquels on n'est pas d'accord. Et nous, notre version du revenu universel qu'on aimerait bien, la logique qu'il y a derrière, c'est un peu de se dire on est dans la sixième, enfin je sais plus trop avec la pandémie si on est toujours la sixième économie du monde, mais bref, on est dans le top 10, quoi, on va dire. Et ça paraît fou que dans une société aussi riche, on n'est pas assez pour subvenir à ses besoins et qu'il y ait des gens qui doivent s'arracher pour subvenir à leurs besoins. Et nous, la logique qui va derrière, c'est jusqu'à quand, justement, est-ce que c'est une responsabilité individuelle et du côté du mérite, du côté du consommateur et du travailleur, ou est-ce que, de la même manière qu'avec la Sécu après la Deuxième Guerre mondiale, on a mutualisé la santé, l'idée de notre version du revenu universel, ça serait de mutualiser un revenu minimum pour chacun. Et donc, c'est pour ça que les 3 étapes ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il y a tout un tas de défauts. Mais avec le revenu universel, avec le rêve, là, tel qu'on le conçoit, on en arrive à peut-être une société, je me souviens plus du mot, c'était de la prévoyance ou qui était mis dans la question. Mais on en arrive à quelque chose où je peux plus, en fait, cette image du hamster qui est toujours dans une roue, en fait, grâce au rêve et au revenu universel suffisant, là, je peux vraiment faire ce pas de côté. Parce que le risque, si justement je me projette et j'ai peur pour mes enfants, c'est que de se dire, voilà, je vais me déchirer dans ma roue, mais pour qu'ils soient tranquilles. Mais si tout le monde fait ça, on s'arrête jamais et puis on pédale toujours, quoi. Et puis là, on retombe sur notamment des études qui ont été faites sur le fait que plus on gagne et plus on a d'impact sur l'environnement. Donc finalement, si on se dit pour le futur, je prévois, donc il faut que je gagne plus, mais en fait, du coup, je vais aussi avoir un impact plus important sur la transition dès maintenant, parce que je gagne plus. Et donc finalement, on n'a pas forcément ce qu'on a envie de faire pour le futur. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas si je crois qu'en Allemagne, ils ont commencé à faire une expérience avec 300 personnes un peu tirées aléatoirement qui auraient un revenu aléatoire. J'ai pas vu si c'était quel modèle de revenu universel c'était, mais je pense que ça peut être très intéressant quand même cette question de revenu universel, surtout dans des pays qui, à mon avis, ont les moyens de le faire. Du coup, les questions qui suivent, c'est auriez-vous des conseils pour motiver ses proches à agir pour l'environnement quand ils n'ont pas les mêmes convictions et sensibilités que nous? Là, c'est ce qu'on disait, d'essayer peut-être de voir où c'est que ça les touche le plus. Et puis après, moi, je crois pas mal à la force du témoignage, quelque part. Je sais pas, moi, là, à Noël, j'ai offert de la limonade que j'ai fait moi-même et des légumes en bocaux au vinaigre. Quelque part, voilà, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire, regarde, tu peux faire tes propres légumes, tu peux faire tes propres conserves, faire un peu de confiture, enfin, demander des cadeaux recyclés aussi. Enfin, en fait, il peut y avoir plein de choses comme ça qui permettent de planter une petite graine sans justement arriver à dire t'es nul, tu fais pas bien, regarde-moi comme je fais bien. Puis en général, on arrive à un truc assez frontal et finalement, chacun reste à sa position et on n'avance pas beaucoup. Alors que parfois, plus en disant un peu comment on fait, moi je fais mon compost, j'achète j'achète en vrac, on fait des choses un peu comme ça. Je pars en vacances en train, ça peut prendre des formes très diverses et variées.
voilà, de commencer un petit peu à parler de ça, et juste en termes de témoignage, et juste parce que c'est notre vie et qu'on voilà, on partage des moments de vie. Et ça, peut-être que ça peut planter des graines pour le futur. Et c'est une vraie question et qui nous travaille actuellement, de dire comment on peut faire effet de levier et comment on peut impliquer les gens dans la transition. Bah déjà, impliquer, ça n'existe pas. En fait, le vrai verbe, c'est s'impliquer. Donc, on peut que mettre en place des causes qui permettent aux gens de s'impliquer eux-mêmes. On peut pas s'impliquer, enfin, faire s'impliquer les gens, c'est pas possible, quoi. C'est eux qui s'impliquent et qui décident. Et nous, ce qu'on travaille actuellement, donc la réponse, ça ne sera pas forcément parfaite et tout ça, mais c'est en l'état des lieux actuel, c'est toute cette question des nouveaux récits. En fait, de se dire, on baigne dans des récits qui justement sont de la société de consommation, sont de l'individualisme et tout ça. Et là, nous, cette question des nouveaux récits, ça nous travaille, mais en même temps, ça reste vague pour nous. Et on se retrouve un peu comme au début du blog où le développement durable, ça nous semblait vague et on a voulu comprendre, simplifier, transmettre. Et là, au début des années 2020, on est un peu pareil sur cette histoire de nouveaux récits en disant c'est quoi ce truc et c'est quoi un nouveau récit. Et il paraît que les histoires changent le monde avec Sapiens, que c'est notre vraie différence en tant qu'être humain, c'est de raconter des histoires, d'y croire. Et l'argent, c'est la plus belle histoire. Hein. C'est tout le monde y croit, mais ça reste que des bouts de papier et tout ça, mais ça reste une histoire. Hein. Donc on s'aperçoit de la force des récits. Et moi, ce qui me touche personnellement, et on va sûrement faire des infographies sur ces thématiques-là dans les prochains mois, c'est de se dire, de mettre en avant l'interdépendance. En fait, il y a tout un récit dominant de l'indépendance et qui peut remonter, on est en train de travailler dessus et tout ça, mais qui peut presque remonter à Descartes et au cartésianisme qui dit voilà la volonté, la puissance et tout ça. Et face à ça, d'avoir une posture un peu plus humble et de dire voilà, est-ce que vraiment on est indépendant ou on est interdépendant? Et ça, je pense qu'en famille, en tout cas moi, et j'ai des gens en tête, mais je ne donnerai pas de nom, mais je me sens plus à l'aise en famille des fois de questionner cette indépendance. Par exemple, si quelqu'un me dit oui, je me suis fait tout seul, c'est grâce à moi, c'est ça, je suis arrivé à tel poste. Et en fait, avec des questions, j'ai l'impression que j'arriverai plus à rentrer dans le dialogue en questionnant cette indépendance. Ah oui, tu t'es vraiment fait tout seul, mais en fait, non, c'est par le réseau, c'est par truc, c'est par ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, la part de nous-mêmes, de la volonté, de notre puissance d'agir qu'on s'est fait nous-mêmes, c'est assez faux, en fait. Et on a plutôt... et ça, je pense que y a tout un genre... tout un tas de personnes qui sont loin de la transition, avec qui je serais à l'aise de questionner cette question d'indépendance et petit à petit d'aller vers l'interdépendance. Et en fait, avec Romain, en discutant, on s'est aperçu que cette conscience de l'interdépendance, c'est ça qui faisait de notre transition assez naturelle. En fait, parce que dès qu'on est dans une logique d'indépendance, on va avoir prendre soin de l'environnement. Si je suis dans une logique d'indépendance, c'est une espèce de compétition. En fait, ça se fait au détriment de moi. C'est soit je prends soin de moi, soit je prends soin de l'environnement, soit je prends soin des autres, mais c'est du temps perdu et c'est tout ça. Tandis que dès qu'on est dans une logique d'interdépendance, prendre soin des autres ou de l'environnement, c'est presque un égoïsme bien compris, entre guillemets. J'ai élargi les limites de ce que je suis, vu que c'est moins figé avec que cette notion d'indépendance. Et donc voilà, c'est peut-être moins concret, mais en même temps, je pense que c'est une cause plus profonde et que si on vient toucher cette cause de indépendance et tout ce récit dominant, ça peut enclencher des choses qui sont plus naturelles et ça peut faire se questionner les gens. Merci beaucoup. Et du coup, une question qui est un peu liée à celle que vous venez de répondre, qui est que répond-on à des critiques sur le revenu universel ou rêve, critiques du style ça entretient la fainéantisme ou ça permet de ne rien faire? Alors ça, c'est une critique qu'on a assez régulièrement. C'est une des premières. Là, on s'est dit qu'aujourd'hui, c'était pas trop le thème, donc on va peut-être pas trop développer, mais si vous voulez, avec Jeff, on fait des webinaires tous les 12 du mois, vraiment que sur le revenu universel. Donc peut-être pas dans 2 jours, là, parce qu'on n'est pas vraiment prêt, là, mais probablement le mois prochain.
Donc là, on pourra pousser un peu plus la question, mais quand même pour répondre rapidement. En fait, l'idée, c'est d'abord de questionner les gens qui vous posent cette question, de qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, eux, qu'est-ce qu'ils feraient avec un revenu universel. Et on a très rarement quelqu'un qui nous répond, moi, je ne ferai plus rien, jamais de ma vie. On a tous un projet, soit qu'on est en train de développer, soit qu'on aimerait développer plus, soit qu'on a un rêve futur, et finalement, on n'a ni le temps ni l'argent pour le faire. Soit un engagement bénévole, par exemple, mais sauf que il faut qu'on travaille pour gagner sa vie. Et en fait, le revenu universel, ça permettrait d'encourager tout ça, et donc finalement, on finira quand même par faire quelque chose. Et dans les expérimentations, parce qu'il y en a eu quand même quelques-unes à travers le monde, on remarque qu'il y a très peu de gens qui arrêtent de travailler. Et c'est souvent pour deux raisons très précises. C'est soit les parents qui ont des jeunes enfants, et du coup, plutôt que de retourner au travail tout de suite, ils prennent un petit peu plus de temps, donc ils arrêtent de travailler, mais très momentanément, ou des étudiants qui prolongent un peu leurs études, et qui profitent du revenu universel du coup, pour prolonger leurs études, plutôt que d'accepter le premier boulot qu'on leur propose. Donc pareil, là, c'est très momentané, et on peut penser qu'au niveau de la société, c'est intéressant d'avoir des parents qui s'occupent de leurs enfants, et des gens qui poussent leurs études plus ou moins s'ils ont envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on peut constater après les expérimentations qui ont déjà été menées. Et ce qui est marrant, plus proche de nous, enfin plus proche physiquement, mais ça commence un peu plus à dater dans le temps, c'est avant dès que Benoît Hamon a apporté la question avant la présidentielle, il y avait un sondage intéressant qui avait été fait, c'était de dire que pensez-vous que les autres feriez avec un revenu universel? Donc là, il y en a 65% qui pensent que les autres arrêteraient de travailler. Et après, la question suivante du sondage, c'était vous, qu'est-ce que vous feriez? Et donc, il y en avait 85% qui disaient non, moi, je continuerai. Donc, en fait, il y a 65% des gens qui pensent que les autres sont des fainéants, mais il y en a 85% qui pensent que eux ne le feraient pas. Et les 15% restants, en fait, c'était même pas j'arrête de travailler, c'est plus ça me donne un pouvoir de négociation et peut-être que je ferai un temps partiel ou peut-être que je démissionnerai pour faire autre chose. Et donc, ouais, il y a tout un tas de fantasmes liés à cette question du travail. Et on peut même, mais là, voilà, ça élargit vraiment la discussion, c'est que ça permet de questionner cette notion de travail. Nous, on fait pas mal la différence entre travail et emploi. Et si je reprends, je sais pas, la question de la réparation de la voiture là, que j'évoquais tout à l'heure, en fait, si je répare ma voiture tout seul, je travaille. Et si je vais chez un garagiste, je fais de l'emploi. Donc l'emploi, c'est du travail rémunéré, mais il y a du travail en dehors de l'emploi. Et on voit que en fait, toute cette question du travail, de l'emploi, de l'activité, c'est central et on retombe sur le logiciel de la société de consommation. Merci beaucoup, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est des questions des critiques qui reviennent assez souvent quand on aborde ce genre de sujet. Du coup, la prochaine question, c'est en permettant aux gens de progresser à leur rythme, pensez-vous que les changements seront assez rapides au vu de la progression environnementale actuelle, entre parenthèses, scénario du GIEC, etc. Je sais pas. De toute façon, en fait, il y a plus. Pour la transition, il faut taper sur. Il faut taper, c'est pas le bon mot, mais il faut axer la transition à plusieurs niveaux. Et en fait, le niveau individuel, quelque part, il agit indirectement sur les entreprises et sur les collectivités, puisque les politiques, ils veulent être élus. Donc, s'il y a une majorité de gens qui veulent faire la transition, les politiques vont proposer des programmes qui font la transition. Et les entreprises, elles veulent continuer à vendre leurs services ou leurs produits. Donc, si vous voulez des trucs mieux disant environnementalement parlant, elles vont proposer des services qui sont mieux. Donc, finalement, changer les gens, c'est aussi changer la société. Et en même temps, parfois, il faut aussi contraindre les gens à changer. Et donc là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est plutôt le pouvoir central et les collectivités qui vont dire à partir de maintenant, je ne sais pas, moi, à Lyon, par exemple, ils veulent interdire les véhicules les plus polluants à l'horizon de 3, 4, 5 ans. On ne sait plus la date exacte, mais donc les vieux diesel, les vieux voitures à essence. Donc ça, c'est une contrainte qui est posée par le pouvoir politique en place et qui va contraindre les gens quelque part à changer. Donc, je pense qu'il y a c'est un peu les deux finalement. À la fois il faut convaincre les gens de changer et donc là il faut jouer la corde sensible de qu'est-ce que tu as envie de faire et est-ce que tu veux pas être en meilleure santé, est-ce que tu veux pas vivre dans un monde où les gens sont plus sympas. Et puis de l'autre côté, de temps en temps, il faut forcer un peu la main peut-être aux plus réfractaires
parce que si on les attend, en fait, il ne se passera jamais rien. Et il y a un côté nécessaire mais pas suffisant. Et ce qui est vicieux et qui peut même être vicieux dans l'histoire du colibri, c'est qu'il ne faut pas rester à l'échelle individuelle et tomber dans cet individualisme, dans cette indépendance de dire c'est nous en tant qu'individus qui allons faire la transition. Et qu'il faut toujours, en fait, c'est nécessaire parce qu'à mon avis, on peut pas, c'est trop brusque pour les gens d'arriver à une échelle trop large. Mais par contre, une fois, il faut faciliter et mettre en place les causes pour qu'il y ait des changements d'échelle. Par exemple, sur le côté achat en vrac, ça va être tout plein de choses qu'on peut faire et on s'aperçoit que, par exemple, des supermarchés coopératifs qui se lancent dans des zones, en fait, il y en a un peu partout en France. Là, nous, il s'appelle Demain, à Lyon. Ça, on va avoir un impact et un effet de levier beaucoup plus grand. Mais est-ce que je peux passer de l'hypermarché classique au supermarché coopératif d'un seul coup? Peut-être, mais la majorité des gens, ça va se faire par petits pas et il faut bien mettre en place ces causes-là. Et c'est pour ça que nous, on était partis sur ce côté sobriété. Et en fait, une autre valeur qui nous tient à cœur, c'est la coopération. Et toute une partie de notre activité économique maintenant, c'est des formations à la coopération. C'est pour justement, ça s'appelle Animacop d'ailleurs, si ça existe un peu partout en France, c'est des formateurs indépendants, en fait, des groupes de formateurs qui sont ancrés dans leur territoire, qui donnent ce type de formation. Mais l'idée, c'est de dire, toujours pareil, avec ce logiciel, en fait, dès l'école, on est habitué à fonctionner en indépendance, que copier, c'est voler, c'est pas bien, et donc la coopération est pas du tout naturelle. Et nous, on a rencontré plein d'initiatives qui voulaient changer d'échelle, qui essayaient d'avoir un mode de fonctionnement cohérent avec leurs valeurs, et en fait, ça fonctionnait pas. Du coup, ils jettent un peu le bébé avec l'eau du bain en disant, on va revenir avec un chef qui décide, et voilà. Et donc, nous, le but, c'est d'outiller les gens avec des outils numériques, des techniques d'animation, mais aussi un travail sur la posture pour dire c'est quoi la coopération. Parce que si je veux coopérer, moi, en tant qu'animateur, il faut que j'accepte de partager le pouvoir. Et à l'inverse, mon groupe, il faut qu'il accepte une part de responsabilité qu'on n'a pas dans un fonctionnement classique en disant c'est un peu nul, mais c'est lui qui a décidé et c'est de sa faute, quoi. Donc ouais, c'est comment, enfin, est-ce que ça sera suffisant? On répond pas tout à fait à la question et c'est une vraie question, je sais pas. Et c'est nécessaire, c'est pas suffisant et il faut favoriser le changement d'échelle, quoi. Mais après, quand même, pour aiguiller un peu les transitions personnelles, on a fait une infographie qui s'intitule le top 10, je sais plus la suite, le top 10 des actions qui ont le plus gros impact. Donc voilà, on a essayé, suite notamment au rapport de Carbone 4, de mettre en infographie un peu les 10 actions qu'on peut faire soit dans son quotidien et qui vont avoir le plus gros impact en termes de réduction de CO2. Donc ça peut être déjà des choses qu'on peut mettre en place soit à son niveau, et après en essayant d'infuser à la fois dans ses proches ou de faire levier à d'autres échelles en créant des associations, en rejoignant d'autres collectifs qui existent déjà. Oui, je vois. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est vous avez beaucoup évolué depuis votre prise de conscience. À combien de pourcents estimez-vous avoir atteint votre objectif de vie? C'est quoi les 100%? Je crois qu'on n'arrive jamais au bout du chemin quand on est dans la transition. D'ailleurs, le mot transition, peut-être dans ce sens-là, il porte bien son nom. Si on reprend les trois... Enfin, moi, il me semble, si on reprend les trois cercles du développement durable dont on parlait au début, et qu'on se dit que l'objectif, c'est d'être heureux, je pense qu'on... Je ne vais pas parler pour Jeff, mais il me semble qu'on est arrivé assez loin. Enfin, moi, je me sens assez heureux dans ma vie de tous les jours. Après, dans la transition écologique en tant que telle, je crois qu'on est jamais au bout, en fait. On peut toujours faire mieux, on a toujours des choses qu'on fait bien, d'autres moins bien. Je pense qu'on a tous un peu des incohérences aussi. Et on essaye d'avancer petit à petit. Là, on intègre des choses à son quotidien, et d'un moment, on n'y pense même plus. Et puis après, on essaie de questionner d'autres choses qui viennent ensuite. Nos vies, elles évoluent aussi, forcément. Donc, il y a des choses nouvelles, comme Jeff parlait de sa fille, forcément qu'il n'avait pas y pensé avant. La transition de petit, donc voilà, il y a plein de choses qui changent aussi. Et donc finalement, ça vient nourrir notre vie et nos réflexions. Du coup, je suis d'accord avec je suis heureux aussi, même si tu parles pas pour vous. Mais il y a le côté, qu'est-ce que je voulais dire
Là, ça m'est passé à... ah, je sais plus. Sur le Mais, chemin, le pourcentage. ouais, non, mais je sais plus, j'avais une idée, mais je sais plus. Mais ouais, c'est toujours en chemin. Ah si, ça y est, c'était l'idée de... Moi j'aime bien, il y a une théorie qui dit, justement, on peut pas forcer les gens à s'impliquer, mais on peut développer des cases adjacentes. En fait, notre rôle, c'est de partir de la case où on est et de créer tout un truc de cases adjacentes. Et en fait, l'humanité ou les gens, ils vont créer des cases adjacentes. Et avec cette métaphore-là, on voit que c'est toujours un chemin parce qu'on a beau avancer et se mettre dans une case, donc nous on a fait tout un tas de petits pas et une case, on a toujours un champ des possibles, des cases adjacentes autour. Et c'est pour ça que, c'était pour illustrer ce côté chemin et qu'il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, s'il y a une fin, on va tous mourir. Hein. Je vous l'apprends pas. Mais voilà, ça reste un chemin. Et après, c'est de garder la flamme. Je crois que j'ai vu passer sur le chat ou sur les questions, il y avait un côté dépression ou enfin il y avait une question un peu comme ça. Je sais pas si tu l'as sous les yeux, mais c'est la prochaine question si vous voulez. C'est bien fait. Pour la transition, la prochaine, et je pense que ça sera une des dernières, sauf si on en a encore quelques-unes, mais de toute façon, on s'approche de la fin. C'est, avez-vous des conseils, astuces pour gérer le stress, le mal de vivre, entre parenthèses, la dépression, induit par le décalage entre notre vie aujourd'hui telle qu'elle est et ce qu'on aurait aimé qu'elle soit? Ouais, du coup, c'est pas évident. Et c'est des choses, en fait, dès que je disais que c'est ce qui nous questionne, c'est un peu, en fait, j'aime bien la métaphore sur ces nouveaux récits, il y a tout Baptiste Morisot qui parle pas mal de raviver les braises du vivant. En fait, il dit le problème, c'est pas tant que la cathédrale elle est en feu et que la planète est en feu et qu'il faut comme un colibri venir avec notre petit bec mettre de l'eau. C'est plus de se dire que le vivant et nous y compris, c'est une puissance énorme et c'est des braises qui sont en train de s'éteindre et il faut raviver ces braises et y faire attention. Et donc ça, j'aime bien, et on va sûrement en faire une infographie, mais j'aime bien cette métaphore-là et ce côté changement de postulat, et on voit qu'on retombe sur le côté interdépendance. Et je pense que au quotidien, et même au niveau personnel, c'est un peu cette image-là que j'essaye d'avoir. De se dire, voilà, de faire attention à nos braises personnelles et de les aviver pour que la flamme continue de vivre. Et ça va avec justement quels sont mes besoins. Et nous, on pouvait avoir un côté un peu limite aigri de la transition en ayant l'impression d'avoir fait plein d'infographies sur la sobriété, d'avoir tendu des perches, de dire en famille, mais si, la lessive maison, c'est pas compliqué. Et en fait, on s'est posé à ce moment-là et de se dire c'est quoi l'autre truc, la case adjacente qui me fait vibrer et qui raviverait ces braises-là. Et nous, ça a été de dire on questionne ce côté nouveau récit. Et donc du coup, ça serait le côté de se poser de temps en temps. Et pour finir de répondre à la question d'avant, moi, pourquoi je suis heureux, c'est que j'ai l'impression de moins subir comparé à il y a 10 ans. Et donc c'est pas facile, mais dès qu'on a l'impression de beaucoup trop subir, c'est le moment où il faut se poser et se questionner. Et ça, on est conscient, et c'est pour ça qu'on parle du revenu universel, que c'est plus facile dès qu'on est dans la classe moyenne ou classe supérieure en centre-ville que dès qu'on est à la limite du seuil de pauvreté. Et c'est pour ça qu'on parle d'un revenu universel, pour arrêter de subir et plus choisir sa vie, quoi. Et moi, je dirais que de mon côté, je ne me sens pas trop à côté de mes pompes, donc j'ai peut-être du mal à répondre à cette question-là, mais en même temps, j'ai l'impression que aussi, ce qui me pousse et ce qui me pousse, c'est peut-être de lire des choses qui vont vous faire réfléchir un peu plus loin que là où on est aujourd'hui, aller à des festivals, à des rencontres ou des événements comme aujourd'hui, où du coup, à la fois, on entend des témoignages et des récits d'autres personnes, mais aussi on se reconnecte avec des gens qui sont dans la même démarche que nous, et des fois, peut-être, on peut se sentir un petit peu solitaire dans notre démarche, selon les milieux où on est. Et donc ça, je pense que c'est assez décourageant, parfois, voire déprimant. Et donc, je pense que des événements comme ceux-là, encore plus quand ils sont en physique et qu'on peut vraiment trouver les gens,
Bientôt. Je pense que ça reconnecte aussi, et on se donne du courage les uns les autres, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a des galères comme tout le monde. Il faut cultiver ces lieux d'optimisme. Voilà, exactement. Et en fait, il faut aussi se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, parce que nous, l'avantage, c'est qu'on est deux, donc souvent, finalement, on se questionne l'un l'autre et on avance ensemble. Mais c'est sûr que si on regarde dans le rétro et qu'on voit d'où on est parti et où on en est aujourd'hui, quelque part, on se dit, ouais, on a fait quelque chose et c'est rassurant. C'est des super mots, je pense. On va pouvoir s'arrêter ici parce qu'il y a d'autres conférences et d'autres ateliers qui doivent suivre celle-là. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris de votre temps pour faire cette conférence dans notre festival. C'était super intéressant et très instructif. Et merci à tous d'y avoir assisté. C'est très, très encourageant de voir que vous êtes tous derrière à soutenir le projet. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot peut-être avant de finir. Merci. Merci pour l'invitation. Et puis oui, ce que disait Romain, c'est cultiver ces lieux d'optimisme et discuter ensemble et voir créer des liens. En fait, sur ce côté interdépendance, c'est de au maximum questionner ce qu'on fait et d'en discuter. En fait, c'est comprendre et moi j'aime bien le comprendre et causer au carré. Là, c'est comprendre. En fait, moi je suis beaucoup dans le comprendre, essayer de mettre en place les causes et aussi d'en causer avec les autres pour essayer d'améliorer en permanence. Donc c'est un peu mon slogan actuel, là, comprendre, causer et causer. Et donc voilà, ce sera mon mot de la fin. Et moi je dirais juste qu'on n'est pas tout seul, qu'on est en plus, je pense, de plus en plus. Donc il faut se dire que ça va dans le bon sens et qu'on peut partager ces témoignages et ces retours d'expérience à la fois pour avancer et puis aussi pour se redonner confiance quand on perd un peu espoir. Top. Merci beaucoup et bonne suite de festival et bonne fin de journée sinon. Au revoir. Au revoir. Au revoir.